Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est Rendez-vous avec à quelques heures de Noël. Et Gilles, cette semaine, donc, dans ta hotte, eh bien, quelques bons livres régionaux. Bonjour Philippe, bienvenue dans Rendez-vous avec, c'est la dernière de la saison de l'année 2016. Et cette semaine, c'est un spécial Saint-Étienne, rendez-vous avec donc à Saint-Étienne, avec deux auteurs. On a le plaisir de recevoir Muriel Demirjic, j'espère que je l'ai bien dit. Bonjour. Pas de souci, bonjour. Et Gérard Michel Termo, bonjour. Bonjour. Alors Gérard Michel, on vous connaît, vous étiez déjà venu en début d'année pour nous présenter un livre sur les mers. Cette fois-ci, vous revenez pour Stéphanois d'ailleurs, Stéphanois de cœur. Et Muriel, je peux vous appeler Muriel, ça sera plus simple. Tout à fait. Saint-Étienne intérieur d'exception, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors tous les deux, on va essayer de vous connaître un peu plus, mais surtout de connaître le contenu de vos livres. Alors on commence par la dame, qui est Muriel Demirjic? Alors moi, je suis enseignante et également guide conférencière. Et puis, je suis évidemment passionnée donc, du patrimoine de Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle donc, c'est le troisième livre que je sors, puisque le premier, c'est Saint-Étienne insolite, sur les cours, traboules et escaliers de Saint-Étienne. Ensuite, j'ai fait le cimetière du Crèdroc, donc à travers l'histoire et l'architecture, la sculpture. Et puis ça, c'est le troisième, donc intérieur d'exception, sur, comme son titre l'indique, les intérieurs, donc axé sur tout ce qui est peinture, staff, boiserie, que l'on trouve dans les intérieurs religieux, publics et privés. Vous avez dit que vous étiez enseignante, vous enseignez quoi? Alors je fais beaucoup en fait de gestion et puis également d'histoire de l'art parce que j'ai une double formation de droit et histoire de l'art. Et est-ce que vous écrivez que des livres qui sont sur le patrimoine ou il y a d'autres choses? Non, je ne fais que des livres sur le patrimoine. Il n'y a pas d'envie de roman, d'envie d'autre chose? Pas encore. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire sur Saint-Étienne? C'est la passion, c'est l'histoire, c'est des choses un peu insolites? Voilà, exactement. L'idée, c'était véritablement de valoriser la ville. Les trois ouvrages sont dans le même esprit dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est de montrer le Saint-Étienne sous un autre angle. On dit toujours que Saint-Étienne est une ville noire où il n'y a rien à voir. Et en fait, c'était montrer, revaloriser la ville, montrer qu'en fait, il y a plein de choses à voir si on veut se donner la peine de les regarder et si on pousse les bonnes portes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un inventaire? Un petit peu, mais pas complètement, parce que c'est pas exhaustif, déjà, pour commencer. On sait qu'il y a plein de choses qui n'y sont pas. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment surtout découvrir Saint-Étienne autrement, et des choses que, là, pour le coup, on ne peut pas voir, puisqu'il y en a beaucoup qui sont des intérieurs privés, donc on ne peut pas voir. Alors, on va revenir plus en détail dans quelques instants. On redonne la parole à Monsieur Termo. J'ai vu que vous aviez un très joli titre. Vous êtes président d'honneur d'histoire et patrimoine de Saint-Étienne. C'est quoi exactement? C'est l'association qui gère le musée du vieux Saint-Étienne, qui également publie une revue qui s'appelle Histoire et Mémoire, une revue trimestrielle, et donc qui organise également des conférences. Donc c'est une association qui est née il y a très longtemps sous le nom des Amis du vieux Saint-Étienne, donc qui avait changé de nom d'ailleurs sous ma présidence, qui s'appelle maintenant Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne. Quand vous dites il y a très longtemps, on se situe à quelle époque à peu près? C'était dans les années 20. Dans les années 20 Quelle était l'idée à la base? C'était pareil de valoriser Saint-Étienne? C'était de garder des souvenirs du patrimoine? Oui, c'était d'ailleurs l'association est née un petit peu en réaction à des démolitions de maisons dans la proximité de la grande église, là où on a construit ensuite le bâtiment de la sécurité sociale. Donc voilà, c'était une réaction. L'idée, on a un patrimoine qui est en train de disparaître, donc il faut faire des efforts pour conserver des souvenirs. C'était le point de départ d'ailleurs du musée du vieux Saint-Étienne. Et vous aussi, depuis début janvier, toujours enseignant? Oui, toujours enseignant. Histoire, d'histoire-géographie et de cinéma également. Cinéma? Oui. Juste une aparté, quand vous dites cinéma, c'est large. Il y a un thème spécifique, il y a des années, il y a un pays. C'est un enseignement, qui existe au niveau d'une part de la L, parmi les enseignements artistiques, avec un programme très, très, très précis où on a à la fois de l'histoire du cinéma et l'analyse de certains films qui sont au programme du bac. Et puis c'est aussi une option facultative qui est ouverte à tous les élèves, quelle que soit leur série. Et ces élèves doivent notamment, l'année du bac, réaliser en groupe un court-métrage. Et qui est diffusé quelque part ensuite, ou ça reste dans le cadre de l'école? Ça reste dans le cadre de l'école, mais un certain nombre d'élèves poursuivent après le bac et certains font des carrières, surtout des carrières techniques, du type monteur, étalonneur, ingénieur du son. Pour rester dans le thème, on est à Saint-Étienne, on parle de cinéma. Il y a eu plusieurs tournages à Saint-Étienne. Est-ce que ces films ont mis un peu en valeur Saint-Étienne? Ou c'est des histoires qui auraient pu se dérouler n'importe où et finalement on n'a pas vraiment retenu Saint-Étienne? Disons, peu de films ont été tournés à Saint-Étienne et souvent
c'est pas des films qui mettent nécessairement très très en valeur la ville. Moi, j'ai un souvenir, c'est le shérif avec le tunnel du rond-point Oui, qu'on voit magnifiquement, puisqu'il y a le cambriolage Mm. des fourgons dans le tunnel du rond-point. Mais c'est pas mis en valeur, hein, c'est sûr. Alors, dites-nous un peu, Muriel, le contenu de ce livre. Voilà, donc l'objectif c'était de montrer donc un côté plus artistique finalement donc de Saint-Étienne. Donc on a sélectionné des intérieurs religieux qui avaient tous donc pour principe c'est les peintures. C'est vraiment ça notre fil conducteur. Donc on a notamment Saint-Louis avec tout le roman de la vie de Saint-Louis en peinture dans le chœur. Sainte-Marie où là on a choisi plutôt les peintures mais qui se trouvent dans la sacristie donc qui sont vraiment des peintures 17e, etc. On a les intérieurs publics également. Alors là, cette fois, c'est plus pour montrer vraiment la ville, donc plus sur l'aspect industriel, généralement, qu'on va retrouver les peintures. Comme on a aujourd'hui, donc c'est la maison des avocats, mais autrefois, c'était la condition des soies. Donc c'est vraiment entièrement peinte par Albert Mignonne, qui est absolument splendide, mais c'est vraiment l'aspect industriel, surtout qui est mis en avant. Idem pour la préfecture, par exemple. Et puis les intérieurs privés. Alors généralement, le plus souvent, ce sont évidemment des intérieurs de rubaniers. Et là, on voit à quel point les rubaniers étaient sensibles à l'art, puisqu'ils ont fait dans leur demeure des plafonds peints, installé des boiseries, des staffs, des choses absolument splendides et qui sont complètement insoupçonnées, puisque ça reste du domaine privé. Donc c'est vraiment des gens qui y habitent au quotidien. Et tous ces endroits, vous les avez découverts, on vous en a parlé, on vous a dit venez voir, il y a quelque chose d'intéressant. Comment ça se passe? Comment on recherche? C'est un petit peu ça, voilà, on commence à en trouver un et puis finalement, de fil en aiguille, les propriétaires nous en indiquent parfois d'autres parce que souvent ils se connaissent entre eux et puis on peut que remercier évidemment les syndics aussi qui sont là pour nous aider, qui nous soutiennent tout le temps dans nos actions et qui sont toujours ouverts. Alors vous avez parlé d'industrie, vous avez parlé de religion, est-ce que ce sont des choses qui influencent les intérieurs justement? Dans la décoration, voilà, dans la décoration des intérieurs publics, c'est souvent l'industrie qui est mise en avant. Ça c'est sûr pour montrer la force véritablement donc de Saint-Étienne au 19e siècle, puisque évidemment toutes ces peintures datent pour l'essentiel, en tout cas du 19e siècle. Et donc c'est ça que l'on met en avant. On pense par exemple à la préfecture où on a la mine là qui est bien mise en avant. À la Bourse du Travail, c'est encore la mine qu'on retrouve. Donc à la Maison des Avocats, là cette fois ce sera un peu toutes les industries, la mine, la rubannerie, la métallurgie. Donc c'est vraiment dans les édifices publics, c'est vraiment ce côté industriel qui est mis en avant pour montrer la force et la richesse de Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, établir un classement? Il y a des endroits qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres un peu moins. Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou c'est complètement suivant l'œil des gens? Voilà, c'est ça, c'est plutôt suivant l'œil des gens. Il y a vraiment un peu de tout finalement, mais à chaque fois, c'est des décors qui sont magnifiques, qui sont d'une très grande qualité. Donc après, voilà, dans le public, ce sera plus industrie, dans le privé, ça sera plus peut-être des motifs de fleurs, par exemple, des angelots, etc. C'est les thèmes surtout qui vont varier, mais la qualité, elle, par contre, elle est toujours là. Et au niveau religieux, quels sont les symboles qui reviennent le plus souvent? Alors là, ce sera plus autour, ça dépend des églises. Donc Saint-Louis, c'est plus autour de la vie, véritablement de Saint-Louis. Au niveau de l'église de la Nativité, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille de mineurs qui est représentée sur un fond de paysage purement stéphanois. On peut reconnaître le dôme de l'hôtel de ville, par exemple. Donc c'est vraiment Saint-Étienne qui est représenté en fond. Donc après, voilà, c'est vraiment très, très varié, en fait. On n'a pas forcément un thème particulier absolu dans ces peintures. C'est un livre qui est sorti quand? Pour la fête du livre. Pour la fête du livre. Voilà, au mois d'octobre. On peut le trouver où? Juste sur Saint-Étienne, dans toute la région, dans toute la France? Alors, on va le trouver essentiellement sur Saint-Étienne parce que c'est là qu'ils sont. Il faut bien le reconnaître. Malheureusement, on a du mal à intéresser les gens en dehors de Saint-Étienne à notre ville. Ça, c'est un petit peu la grosse difficulté. Mais après, on le trouve sur Internet, donc sans aucune difficulté notamment. Donc. On voit aujourd'hui que Saint-Étienne bouge beaucoup, se transforme. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont aussi à mettre en lumière? Alors après, il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en lumière, évidemment, aujourd'hui sur le design, évidemment, qui est de très présent sur Saint-Étienne, ça c'est sûr. On est donc stéphanois, il y a les stéphanois d'ailleurs et les stéphanois de cœur. Comment vous est venue, Monsieur Termo, cette idée de parler des gens qui ont fait un passage finalement à Saint-Étienne et puis qui ont été très célèbres? Je ne sais pas comment on peut le définir. Oui, c'est un peu une réaction à un certain patriotisme local que je trouve assez ridicule, qui est de vouloir toujours s'annexer le prestige de gens qui sont nés à Saint-Étienne ou dans la région.
et qui, pour l'essentiel, en fait, sont nés ici un peu par hasard, d'une certaine façon, qui ont très peu vécu et qui ont fait carrière ailleurs. Et donc, il est certain que Jules Massenet serait né à Carpentras. Sa carrière aurait été rigoureusement la même que s'il était né, donc, comme il l'a fait à Montaut. Donc, il a quitté très très tôt la région et il n'est même pas particulièrement Saint-Étienne. Et il n'avait pas l'air d'être fan. Hein. Non, il appréciait pas beaucoup Saint-Étienne. Et donc, plutôt que de célébrer ces grands hommes qui sont nés, j'allais dire, un petit peu par hasard ici, il m'a semblé plus intéressant de célébrer plutôt ceux qui n'étaient pas originaires de la région, qui sont venus s'installer à Saint-Étienne pour un temps ou définitivement, et qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Dans le livre, il y a combien de portraits ? Il y a 20 portraits, plus quelques autres que j'ai ajoutés un petit peu en ajout, en complément, en regard de certaines notices. Donc les personnages ont droit à une notice un peu plus courte. Est-ce qu'on aurait pu en trouver beaucoup plus, ou est-ce que c'était 20, c'était le maximum ? J'ai fait un choix. Ouais. Bon, en fonction de quoi ? J'ai fait un choix d'abord parce qu'on ne trouve pas sur tous une augmentation très importante aussi, elle est très inégale. Et puis je voulais avoir un peu un échantillon représentatif, c'est-à-dire à la fois des gens de la politique, de l'économie, du domaine religieux, des gens, des artistes, des gens qui ont dit dans le domaine social, dans le domaine sportif. Donc je voulais avoir un peu un panel représentatif de l'histoire et des activités de Saint-Étienne. Et au niveau des dates, vous êtes parti d'une date précise ou ça remonte très très loin ? Je suis parti, du premier stéphanote d'ailleurs qui a vraiment laissé un souvenir, qui est Guy Colombet, qui était le plus important curé de la paroisse de Saint-Étienne, de la grande église. Donc c'était un peu mon point de départ. Et puis mon point d'arrivée, de toute façon, c'était nécessairement des gens qui étaient morts. Voilà. Donc, parce que les historiens préfèrent travailler le mort que le vif, disons. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté avec Roger Rocher. Est-ce que dans tous ces Stéphanois qui sont venus s'installer donc à Saint-Étienne, mais qui n'étaient pas Stéphanois à l'origine, est-ce qu'il y a un point commun ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus à Saint-Étienne ? Ils ont été mutés, ils se sont mariés, on a un peu ces choses-là, non ? C'est parfois le hasard. Le hasard. C'est on parfois dit que le hasard fait bien les choses. Voilà, exactement. C'est parfois le hasard. C'est parfois aussi dans certains cas des dénominations. Hein. Donc, quand on est nommé préfet ou quand on est nommé consul des États-Unis à Saint-Étienne. Donc là, c'est dans le cas de nomination. Donc c'est extrêmement variable, en fait, les motivations de ces Stéphanois de cœur. Est-ce que dans tous ces Stéphanois de cœur, il y en a un qui vous a particulièrement marqué le cœur ? Oui, bien sûr, c'est William Hunt. L'Américain, alors. Oui, l'Américain. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est quand même un personnage assez extraordinaire, assez exceptionnel. Donc il est né esclave. Donc il est né esclave aux États-Unis. C'est un personnage donc qui ne faisait pas très noir d'apparence parce que son père était blanc, c'était un propriétaire d'esclaves. Sa mère était elle-même déjà métissée. Et donc il pouvait faire un peu illusion. Et il a fait illusion. On était à une époque où il y avait beaucoup de préjugés raciaux, particulièrement aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, finalement, c'était un nègre. Il est venu à Saint-Étienne comme consul des États-Unis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'est jamais fait référence, jamais, à la couleur de sa peau. C'est-à-dire qu'aux yeux des Stéphanois, ce n'était pas un nègre, voilà, c'était un Américain et c'était le glorieux représentant de la République des États-Unis. Et en plus, c'est un personnage très sympathique et qui a été un grand animateur de la vie culturelle et de la vie sportive à Saint-Étienne, puisque c'est lui qui a beaucoup fait pour ce qui était à l'époque le sport dominant à Saint-Étienne, le rugby. Voilà. Avant 1914, le sport dominant à Saint-Étienne, c'était le rugby. Le football servait d'échauffement au jour de rugby. D'accord. On a eu une période de vélo aussi, je pense, avec le Veldiv. Oui, mais la période de vélo, je dirais, s'est surtout développée après la Première Guerre mondiale. D'autres personnages ont feuilleté votre livre. Il y a notamment un ancien maire, j'ai vu Alexandre de Fraissinet. Oui, bien sûr. Et dans l'industrie, on retrouve quel personnage ? Parce que je le feuillette. Mais... Voilà, on trouve notamment deux personnages dont les noms sont bien connus. Frédéric Dorian, maître de forge. Qui était député, si mes souvenirs sont bons. Qui a même été ministre. Qui était ministre au tout début de la Troisième République, dans le gouvernement provisoire. Donc c'était même le seul non-élu de Paris qui était membre du gouvernement. Donc qui était un personnage qui a une place importante à Saint-Étienne et dans la région. Et l'autre, c'est, je dirais, parmi les industriels de premier plan, Étienne Mimard, le fondateur de Manu France. Voilà. Ça, c'est un des grands noms stéphanois. Il était origine de quel endroit, Étienne Mimard ?
Il était originaire de Sens, donc il est resté très... C'est un homme qui avait du sens alors. Oui, exactement, donc il est resté très très attaché à sa ville natale. Donc, Toujours dans les intérieurs d'exception, Muriel, qu'est-ce que vous nous conseillez si on veut découvrir un peu des lieux un peu hors du commun, Saint-Étienne, quand on se balade? Alors ça, c'est un petit peu le souci, c'est que c'est difficile en fait d'y accéder pour beaucoup de lieux. Il faut avoir des autorisations? Voilà, il y a beaucoup de lieux qui sont fermés. Alors il y en a un par contre qui est très facile d'accès et qui est magnifique, où beaucoup de personnes vont mais ont jamais prêté attention au plafond peint. C'est le magasin par contre Don Juan qui se trouve place d'Orient, et là qui a un plafond peint, c'est l'ancien Grand Café de Lyon, et c'est la raison pour laquelle il a un plafond peint de toute beauté, donc une pergola peinte en trompe-l'œil avec des petits angelots, et dans les 4 angles des angelots qui représentent en fait les 4 saisons, des décors de staff absolument splendides, et puis des petits satyres qui jouent avec des boucs. Donc c'est quelque chose d'absolument merveilleux, mais c'est vrai qu'on y va souvent pour les vêtements et on regarde pas le Donc on contexte. retrouve les photos dans votre livre? Oui, tout à fait, exactement. Comment il est articulé le livre? C'est plus des photos, c'est du texte qui explique comment ça se passe? Voilà, il y a les deux, donc on a photo et texte, et on a beaucoup axé sur les photos, puisque c'est quand même par la photo qu'on rentre véritablement dans un ouvrage, surtout quand il s'agit de plafonds, de staff, où c'est absolument merveilleux. Donc c'est vraiment, la photo est très très présente, effectivement. Comment ça se passe là pour ce cas précisément? On vous a contacté ou c'est vous qui êtes rentré, qui avez vu des choses qu'on ne voit pas nous quand on rentre? Voilà, nous on le connaissait donc déjà, donc du coup on a demandé l'autorisation simplement donc de pouvoir prendre des photos donc à l'intérieur de Don Juan pour pouvoir les publier, et on a d'une manière générale, d'ailleurs sur les intérieurs religieux, privés ou publics, on a vraiment reçu des accueils très très positifs. Les gens ont été ravis de nous ouvrir leurs portes. Et est-ce que vous avez eu des retours depuis des gens qui vous disent, il y a des gens qui nous ont demandé de venir voir parce qu'ils nous ont découvert dans votre livre? Non, parce qu'en fait, c'était un deal avec les propriétaires privés surtout, c'est qu'on ne donnait pas d'adresse. Ah, vous donnez, donc voilà, on ne donne volontairement c'est juste pas visite d'adresse. dans le livre alors. Voilà, exactement, il n'y a pas d'adresse pour justement éviter, parce que ça c'était ce que les gens craignaient par contre, que certaines personnes essayent de venir voir, et là donc du coup c'est un deal avec propriétaires privés qu'il n'y aurait pas d'adresse. Hein. Voilà. Mais par contre on a eu d'autres retours de personnes qui nous ont dit, mais nous aussi on a des intérieurs qui sont bien, et ils ne figurent pas dans le livre parce qu'on les connaissait pas forcément. Donc à ce moment-là. Donc il y aura le tome 2 alors. Peut-être pas, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que en tout cas ce n'est pas exhaustif, et que les gens sont très ouverts vraiment à montrer leur richesse. Comment on choisit le thème d'un livre qu'on a envie de faire? On se dit, j'ai envie de montrer ça, dans des conversations, comment on choisit les thèmes? Parce que si c'est votre 3e... Ah bah après c'est des commandes peut-être? Non, c'est pas du tout une commande. Non, ça c'est vraiment un choix personnel. Après on a d'autres thèmes auxquels on pense. Après ça peut se faire tout de suite, pas tout de suite, ça dépend des moments. Là c'est vrai que c'est bon qu'on a reçu. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on trouvait ça absolument merveilleux à montrer, mais on savait pas quelle allait être un peu la réaction des propriétaires, surtout privés. Et donc ça a été quelque chose, une grande ouverture. Donc ça nous a aussi beaucoup encouragé dans ce sens-là. La même question à tous les deux. Il se passe combien de temps entre le moment où on décide d'écrire ce livre, les Stéphanois pour vous et puis les intérieurs pour vous, entre le moment où on décide de le faire et le moment où on l'a dans les mains, il se passe combien de temps? Une année pour moi. Une année? Nous, on a mis à peu près 2 ans. 2 ans pour le mettre en place. Le temps d'avoir toutes les autorisations, ça a pris beaucoup de temps. Je présume que vous, c'est beaucoup de recherche? Oui, mais j'allais dire, je pense même que je l'écrirais plus rapidement que ça, parce que je m'étais dit finalement, beaucoup de choses ont été écrites sur la plupart de ces personnages, et en fait je me suis aperçu qu'il fallait, j'allais dire, reprendre des recherches, développer des choses, parce que sur un certain nombre de personnages, en fait, la documentation existante était relativement peu importante. Et sur ces 20 portraits, est-ce qu'il y a des gens que vous avez été voir qui faisaient partie de la famille ou des connaissances? Non, j'ai travaillé uniquement à partir de sources d'archives. Ouais, il n'y a aucune... Est-ce qu'il y a... Bien sûr, il y a des descendants, bien sûr, de ces gens-là. Est-ce qu'on sait s'il y a encore des descendants sur Saint-Étienne ou pas du tout? J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Vous n'êtes pas posé la question? Non, je pose des questions bêtes alors. Et vous, pour votre livre, c'est 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'est de rédiger des textes, c'est d'aller voir d'avoir les autorisations, d'aller repérer les lieux? Les deux, je dirais, ou les 3. Voilà, c'est vraiment un ensemble, puisqu'il y en a un qui est magnifique, qu'on a intégré encore 8 jours avant l'impression. Donc ça a été vraiment fait in extremis, puisqu'on l'a découvert vraiment en dernière minute, en se garant au pied de l'immeuble, les fenêtres étaient ouvertes, on l'a découvert. Donc voilà,
c'est toute cette recherche, c'est également effectivement tout l'aspect recherche également historique. Là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup contacté des descendants, donc des familles qui avaient pu acheter, qui avaient pu réaliser donc ces intérieurs. Donc voilà, c'est le temps de faire toutes ces recherches-là. Une question qui me vient juste avant la pause musicale. Est-ce qu'il y a des lieux qui ont disparu ? Tout ce qu'on a mis dans le livre, ce sont des lieux qui existent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que des photos actuelles. Par contre, justement, l'intérêt aussi de ce livre, c'était aussi ça, c'est de montrer ces lieux parce qu'aujourd'hui, ils existent. Malheureusement, certains propriétaires, parfois, sont un petit peu âgés et ont bien conscience que leurs enfants, ça ne les intéresse pas. Et ils ne savent pas ce que vont devenir leurs intérieurs. Même il y en a un qui aurait voulu, même d'ailleurs, à un moment donné, que son immeuble soit classé, son hôtel particulier soit classé. Ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai que c'est un peu le danger. Il y a énormément de plafonds peints qui ont disparu. Il y a des immeubles, on sait très bien qu'il y avait des plafonds peints à tous les étages. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui les conserve. Donc, c'était aussi ça, c'était les montrer tant qu'ils existent encore, puisqu'il n'y a aucune protection. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'entretien pour certaines pièces. Oui, donc ça doit coûter cher. Exactement. Et ben c'est tout à fait ça. C'est que c'est plus simple de placer un coup de peinture blanche au plafond que de restaurer un plafond peint. Encore que si on passe une couche de blanc, dans quelques années, on peut le redécouvrir. Mais Oui, si c'est démoli, c'est perdu à jamais, quoi. Oui, mais c'est pas toujours facile une fois que la couche de blanc est passée. Ça facile. dépend lesquelles peinture. Allez, on va prendre notre respiration. On va écouter une chanson dédiée à Saint-Étienne. C'est un Stéphanois qui chante. Il s'appelle Gilles Chauvet. La chanson, c'est Le Benon. On revient juste après. Dans les jardins du Père Volpette, y a des jardiniers de compète, des champions toutes catégories, de la patate et du radis. Ces ingénieuses en salopette se font des palais en palettes. Ils récupèrent l'eau de la pluie dans de gros bidons rebondis. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos petites carottes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos potirons. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos échalotes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon, y a pas à se faire du mouron. Dans les jardins du Père Volpette, y a des jardiniers qui se la pètent. Paraît que dans tout le canton, ce sont les rois des cornichons. Je connais leurs bottes secrètes. Il faut pas le dire, mais je vous le répète. C'est con comme chou, comme la lune. Il faut de l'eau pour faire un légume. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos petites carottes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos potirons. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos échalotes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon, y a pas à se faire du mouron. Dans les jardins du Père Volpette, les jardiniers sont tous en retraite. Et bien sûr, plus les années passent, et plus la terre leur paraît basse. Ils n'arrosent pas que les courgettes. Certains soirs, quand ils sont pompettes, si une dame vient à passer, en chœur ils se mettent à chanter. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos petites carottes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos potirons. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon pour faire pousser nos échalotes. Tant qu'il y a de l'eau dans le benon, y a pas à se faire du mouron. Dans le benon pour faire pousser nos échalotes. Tant
piano dans le béton, y a pas de se faire du mouron. Quoi se faire du mouron tant qu'il y a de l'eau dans le bedon? Tais-toi René, viens boire un coup. Bonjour, je suis Eliane Viennot. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Un retour dans Rendez-vous avec spécial Saint-Étienne avec deux auteurs aujourd'hui, Muriel Demirjic et Monsieur Gérard, j'ai perdu le fil, Michel Thermot. Alors, on a parlé de Saint-Étienne en détail dans la première partie, et là on vient d'écouter une chanson de Gilles Chevet qui parle du Bénon, donc j'ai découvert un mot du Gaga je pense, et on a découvert un peu les jardins Volpette, donc Félix Volpette qui est également dans votre livre. Exactement. Je vois 1856-1922, l'apôtre des mineurs. Alors est-ce qu'on peut en savoir plus sur, si j'ai bien compris, le père Volpette? Oui, le père Volpette, justement. C'est amusant d'ailleurs parce que cette chanson, tout à l'heure, quelqu'un disait ça ressemble un peu à du Brassens. Et dans le texte, je disais finalement c'est un Auvergnat sans façon. Voilà, c'est ce que je vois, ouais, un voilà, Auvergnat. Donc, oui. oui, donc un Auvergnat sans façon, effectivement, puisqu'il avait su séduire les ouvriers stéphanois parce qu'ils n'hésitaient pas à leur serrer la main et à boire le canon, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'était très très important dans le monde ouvrier, justement, qui considère souvent que les gens de la bourgeoisie ou autres, n'est-ce pas, les méprisaient, ne voulaient pas leur serrer la main. Voilà. Donc, et c'est quelqu'un aussi qui souhaitait donc aider les ouvriers sans que ça soit de la charité, de l'aumône. Voilà. D'où cette idée des jardins ouvriers, hein, qui devaient leur permettre d'améliorer leur sort. Et j'allais dire en travaillant comme ça dans leur lopin de terre, donc améliorer un petit peu leur ordinaire. Et à la base, les terrains appartenaient à qui alors, à l'église? À l'origine, c'était le fait qu'à Saint-Étienne, il y avait énormément de terrains qui appartenaient aux compagnies minières, ouais. et qui étaient dans un triste état. Hein, donc, et donc qui étaient un peu à l'abandon, qui étaient inutilisables et inutilisés. Et donc ça a été en récupérant ces terrains, en achetant des terrains, en réussissant à obtenir de la part de certains représentants de bonnes familles comme les Bernaud de Rochetaillé, des aides financières qui ont permis peu à peu d'acheter des terrains et ensuite de les lotir et de les répartir entre les familles d'ouvriers. Est-ce que dans ces 20 portraits de personnes qui sont venues faire un peu de leur vie à Saint-Étienne, ou qui sont nées ou qui sont parties, est-ce qu'il y a des gens qui sont enterrés à Saint-Étienne? Oui, il y en a un certain nombre qui sont enterrés, qui sont morts à Saint-Étienne. D'abord le premier d'entre eux, le curé Guy Colombet, n'est-ce pas, qui avait été... dont on avait d'ailleurs redécouvert le cercueil lorsqu'on avait fait des travaux place de la Monta au XIXe siècle, hein, donc, qui a permis ensuite de l'inhumer de nouveau, mais cette fois dans la grande église. Hein. Donc un certain nombre d'entre eux, effectivement, sont morts à Saint-Étienne. Le plus célèbre est peut-être Alexandre de Freycinet, hein, qui lui aussi était un Auvergnat et qui lui aussi était devenu un Stéphanois de cœur. Qui a fait beaucoup pour Saint-Étienne, pour le changement de Saint-Étienne. Voilà, qui a beaucoup transformé Saint-Étienne. Qui a beaucoup transformé Saint-Étienne, effectivement. Voilà. Et puis lui aussi, je crois qu'il avait défendu des mineurs. Hein. Oui, donc voilà, il avait été un avocat engagé à gauche dans les années 30, et puis ensuite, il a eu un parcours politique assez multicolore, disons. Vous avez tout dit, vous avez dit parcours politique, tout est dit dans la phrase. Vous allez voir la transition, je vous parlais de mort parce que vous avez fait également un livre, Muriel, qui est consacré au cimetière du Crédroc. Oui, tout à fait. Comment on se décide à faire un livre qui parle, j'allais presque dire des morts? Oui, mais c'est ça. Alors c'est vrai que le thème est un peu dur, hein, je vous l'accorde tout à fait. Donc moi, ce qui m'intéressait à travers ce cimetière-là, plus précisément, déjà parce que c'est un peu notre Père Lachaise stéphanois, c'est-à-dire que c'est là que sont enterrées la plupart des grandes familles donc stéphanoises, notamment le maire Alexandre de Freycinet, on faisait allusion justement à l'instant. Mais donc il y a en gros à peu près tous les maires, tous les architectes, nombreux artistes d'une manière générale, beaucoup évidemment de rubaniers également. Donc en fait, c'est vraiment, on peut reconstituer finalement l'histoire de Saint-Étienne à travers toutes ces grandes familles, et c'est cela que j'ai essayé de faire en proposant des circuits à l'intérieur donc du cimetière du Crédroc, d'une part, et d'autre part, ce que j'aimais beaucoup dans cette idée du cimetière du Crédroc, c'était l'aspect symbolique, la symbolique funéraire, qui est également très intéressante, qu'on réutilise encore beaucoup aujourd'hui, mais en ayant complètement perdu la signification généralement. Donc voilà, c'était remettre un petit peu les choses, retrouver un petit peu l'histoire, mais différemment.
Donc Saint-Étienne, c'est cette colline, c'est de nombreux cimetières. Est-ce qu'on peut resituer le cimetière du Crédroc ? Alors le cimetière du Crédroc, c'est tout simplement le premier cimetière moderne de Saint-Étienne, c'est-à-dire que ceux qui existaient précédemment étaient autour des églises, donc de la Grande Église et de l'église Notre-Dame, et on en a retrouvé un certain nombre d'ossements, notamment quand on a fait les travaux au niveau de la plage Chavanel, et donc le cimetière du Crédroc, il date du tout début du 19e siècle, et c'est le premier cimetière moderne, c'est-à-dire c'est le premier cimetière qui est à l'extérieur un peu de la ville, puisqu'à ce moment-là, la colline du Crédroc, en fait, n'est pas bâtie comme elle l'est donc aujourd'hui. Et puis c'est un cimetière fermé avec des murs tout autour, puisque jusque-là on faisait beaucoup de feux follets au XVIIIe siècle. C'était un lieu presque de réjouissance, le cimetière, et le clergé en a pris un peu ombrage, estimé qu'il fallait revenir à un lieu qui soit beaucoup plus paisible, où on puisse véritablement se recueillir, d'où ces murs qui entourent le cimetière pour inciter au respect. Et cette comparaison un peu avec le Père-Lachaise, pour quelle raison toutes les familles un peu aisées ou nobles allaient se faire enterrer là-haut? Il y a une raison? C'est tout simplement parce que celui-ci c'est le premier, donc automatiquement, et en plus c'est le plus grand vraiment de Saint-Étienne. Très bien. Et puis on va revenir aussi sur votre premier livre qui s'appelle Saint-Étienne insolite. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme chose insolite? Alors ce livre était donc très axé sur les traboules, notamment. Donc ça s'appelle Saint-Étienne insolite, cours, traboules et escaliers. Donc évidemment l'élément principal pour nous c'était vraiment les traboules, puisqu'on parle toujours des traboules à Lyon, mais on en parle très peu à Saint-Étienne. Quel est le sens ou la définition du mot traboule? Alors le traboule, c'est transambulare, passer à travers. D'accord. Donc c'était l'idée de passer à travers les maisons, de passer sous les maisons. Donc c'était quelque chose qui se faisait couramment, notamment au Crédroc particulièrement, où il y avait donc beaucoup de passementiers, et quand on monte au Crédroc, on sait très bien que si on suit la route, elle fait vraiment beaucoup de zigzags, puisque on suit tout simplement les lignes de niveau, et là ça permettait à pied de pouvoir couper véritablement à travers, au lieu de suivre tout ce cheminement qui est extrêmement long. Donc chaque fois qu'on construisait un immeuble, on prévoyait finalement un passage ouvert à tous à cette époque-là pour rejoindre le centre-ville. Est-ce qu'avec le temps, il en reste encore quelques-unes, il en reste beaucoup, il en reste plus du tout? Alors à l'origine, il y avait à peu près 200 traboules à Saint-Étienne. Aujourd'hui, on en a quand même recensé 70 encore existantes. Donc c'est déjà pas si mal. Tout dans le centre-ville, je présume? Toutes confondues, c'est-à-dire vraiment hyper-centre ou colline du Crédroc, Val-Benoît, un petit peu, voilà, ces quartiers-là où il y en avait vraiment le plus. Les quartiers, j'allais dire, un peu historiques? Oui, vraiment dans le centre-ville, au niveau de la rue Neuve, rue José Frappa aujourd'hui, la rue Léon Notin, par exemple, il y en a 3, par exemple, qui traboulent à ce niveau-là. Et donc, dans tout l'hypercentre, il y en a quand même beaucoup. On a beaucoup parlé des passementiers, de la passementerie. Est-ce qu'on a dans votre livre, j'en suis sûr, mais je vous pose la question, des gens qui ont influencé la passementerie, La rubannerie. La rubannerie. Est-ce qu'il y a une différence entre la passementerie et la rubannerie? C'est peu du la même chose. Voilà. Donc, en fait, on doit dire rubannerie, c'est l'industrie du ruban. On dit parfois passementier à tort, tout simplement parce que traditionnellement, on appelle les tisseurs de ruban à Saint-Étienne les passementiers. Ouais. Mais dans la rubannerie, j'allais dire la passementerie, c'est une catégorie de ruban. Sinon, la passementerie a un sens beaucoup plus large pour la décoration des intérieurs. Mais j'allais dire, voilà, c'est la rubannerie, c'est l'industrie du ruban. Et il y a bien sûr un fabricant de ruban qui figure dans l'ouvrage, qui est Charles Rebourg, donc qui a sa rue à Saint-Étienne, voilà, qui était le plus célèbre fabricant de ruban au XIXe siècle, et qui était un incomparable dessinateur. Donc la splendeur de ces rubans est resté légendaire, disons. Il venait de quelle région? Il venait était-il un Auvergnat lui aussi? Non, c'était un Vosgien, lui. Un Vosgien. Oui. Donc voilà, il était vraiment un personnage, un personnage. Très... Et lui, comment il arrive à Saint-Étienne alors? C'est parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de. C'est par le dessin. C'est la passion du dessin, donc qui l'amène à travailler pour des fabricants de rubans. Ouais. Donc il est d'abord dessinateur, puis ensuite il va devenir fabricant à son tour. Il va faire d'ailleurs 2 ou 3 fois faillite, parce que le ruban est un milieu dans lequel on peut facilement s'enrichir, mais aussi très facilement faire faillite, se ruiner. Voilà. Donc, et il a eu, parce c'était un remarquable dessinateur, mais il était sans doute un moins bon commercial. On peut pas avoir toutes les qualités, donc ce qui explique ses déboires, mais en tout cas, c'était vraiment le fabricant le plus respecté par ses pairs. Voilà.
On parle beaucoup aujourd'hui d'affrontements entre Lyon et Saint-Etienne sur divers sujets. Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi cet affrontement dans la rubannerie, dans la passementerie entre Saint-Etienne ou Lyon, ou c'était quelque chose de complémentaire? C'était à la fois complémentaire et rivaux, puisque Lyon c'était la soierie, Saint-Etienne le ruban. Mais en période de crise, certains fabricants de rubans faisaient de la soierie et certains fabricants de soierie faisaient du ruban. Voilà, donc ils étaient à la fois complémentaires et concurrents. J'allais vous poser une question toute bête. On ne peut pas faire du ruban en soie? Donc, on ne peut pas faire du ruban en soie? Mais à Saint-Etienne, on faisait du ruban en soie. Ouais, c'était la particularité de la rubannerie. Et pourquoi alors la soirée qu'à Lyon c'était des petits détails? Non, c'est pas des petits détails, puisque le ruban, c'est des petites largeurs, justement. Ouais. Donc, à la différence de la soierie. Donc, on est ici dans le textile étroit. Donc c'était la spécialité de Saint-Etienne, c'était le textile étroit. Même si certains fabricants ensuite ont fait la soierie. On sait pourquoi on était on était les spécialistes de l'étroit. Il y a une raison. J'allais dire, c'est un peu le hasard. À l'origine, la rubannerie était installée à Lyon. Ouais. Mais simplement à Lyon, sous l'Ancien Régime, le travail était très réglementé. Il était très difficile de s'établir si on n'était pas fils de maître, grosso modo. À Saint-Etienne, il n'y avait pas de règlement corporatiste. Et donc, c'est la liberté du travail, j'allais dire, qui est un peu à l'origine de l'essor et du développement de la rubannerie stéphanoise. Moi, j'ai fait une découverte dans les archives, c'est les porteuses de carton. Est-ce que vous savez, vous avez vu ces porteuses de carton qui livraient dans des cartons? On dirait que ça livrait des pizzas à l'époque. Avec des grandes piles de carton. On voit ça sur de nombreuses cartes postales. Voilà, donc, effectivement, on transportait comme ça les cartons avec les rubans. Voilà. Oui, c'était une des innombrables spécialités de la rubannerie stéphanoise. Et est-ce on va finir avec la rubannerie, mais une dernière question, est-ce que c'est quelque chose qui était de renommée dans toute la France ou c'était juste local? C'était renommé dans le monde entier. Ouais. J'ai pas osé dire tout le monde entier. Saint-Etienne était la capitale mondiale du ruban, avait un chiffre d'affaires beaucoup plus important que Bâle, qui était l'autre grand centre de la rubannerie. Donc, et le ruban de Saint-Etienne se vendait dans le monde entier. Le marché américain était important, le marché anglais était important. Donc, et la condition des soies de Saint-Etienne était une des 5 plus importantes conditions des soies du monde. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a progressivement abandonné le ruban? Je dirais, c'est l'évolution. J'allais dire, le ruban n'est pas abandonné, il s'est transformé. C'est-à-dire qu'il est devenu le ruban médical, donc le ruban fonctionnel, la ceinture de sécurité, etc. On peut citer quelques noms encore sur Saint-Etienne, comme Tuan, comme Néret. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, d'ailleurs, Néret est la plus ancienne des maisons. C'est la seule des grandes maisons du 19e siècle. C'est la plus ancienne des grandes maisons du 19e siècle, avec Julien Faure qui est subsisté. Julien Faure qui se trouve à Andrézieux. Oui. On reste dans l'insolite. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors à part les traboules? Alors, c'est surtout donc ces traboules, puisque vous parliez de ces femmes qui portaient des cartons, justement, elles pouvaient être amenées à passer dans ces traboules, et le transport du ruban était très important. Enfin, pour les traboules était très importante pour le transport du ruban, puisque ça permettait. Tout est lié donc. Mais tout est lié exactement, puisque ça permettait donc de relier les passementiers qui tissaient vraiment sur les collines aux rubaniers qui se trouvaient dans le centre-ville, et pour le transport du ruban, bien d'être à l'abri. En fait, alors pas pour les personnes qui transportaient le ruban, pas pour les femmes et les enfants qui faisaient le transport, mais vraiment pour le ruban, qu'il ne se mouille pas. Donc ça, c'était très important. Et puis, ce qu'on a relevé également dans cet ouvrage, donc Saint-Etienne insolite, donc sont les escaliers notamment, puisque faut savoir, donc là, il s'agit d'escaliers plus d'escaliers d'immeubles de parties communes, et il faut savoir qu'on a des escaliers absolument splendides, notamment des escaliers du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui sont de véritables prouesses architecturales. Et puis sinon, après, dans les cours, on peut trouver au hasard d'une cour une fontaine Renaissance dans une cour d'immeuble du 19e siècle. Donc voilà, des petites choses, des pierres de réemploi qui datent du 16e siècle. Enfin, voilà, différentes choses qu'on n'imagine pas par rapport aux façades. Est-ce qu'on a encore beaucoup de fontaines à Saint-Etienne? Moi, je suis toujours attiré par les fontaines quand je vais dans une ville. Je dis, tiens, il y a une fontaine, je vais faire une photo. Des fontaines de quelle époque? On a plusieurs époques, comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a plusieurs époques. Je vais pas revenir sur la grande polémique stéphanoise depuis quelques années, beaucoup de gens le disent encore, peut-être que je me trompe, mais beaucoup de gens voudraient qu'on remette la fontaine qu'il y avait, vous savez, place de l'Hôtel de Ville.
avec les fameux jets. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de fontaines à Saint-Étienne? Ah oui, il y en a quand même un certain nombre, hein, puisque voilà, on a celle-là, mais bon, qui sert plus vraiment à cette fontaine du XVIe siècle, XVIIe siècle. Et puis après, on en a un certain nombre du XIXe. Je pense celui qui est vers la condition des soies, qu'on appelle le buveur, par exemple, ou bien après, voilà, que des fontaines plus modernes comme celle de la place d'Hôtel de Ville. Il nous reste, oui, un certain nombre de fontaines. Donc il y a pas mal de choses à voir à Saint-Étienne finalement. Oui. Donc quand on se promène, il faut lever les yeux, baisser les... Comment on fait? Voilà, il faut lever les yeux quand même. Et puis il faut avoir quelques adresses privées quand même. Hein. De préférence. Ouais, prendre des rendez-vous. Avant de terminer, moi je voudrais terminer sur une personne que j'ai beaucoup vu citer dans les constructions stéphanoises. C'est Jean-Michel Dalgabio. Je ne sais pas si je le dis bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, il a un nom italien, donc là, puisque je voulais pas l'écorcher, c'est pour ça. Donc, Dalgabio. Nécessairement, ces Stéphanois d'ailleurs viennent parfois de l'étranger, soit des États-Unis ou d'Italie. Alors Jean-Michel Dalgabio a été le grand architecte du centre-ville de Saint-Étienne. C'est lui qui a construit l'hôtel de ville, et c'est lui qui a conçu en grosso modo, je dirais, le centre actuel, même s'il ne reste pas grand-chose de ce qu'il a pu construire. L'hôtel de ville a beaucoup été transformé, mais notamment, il y a le superbe ensemble, je dirais, de maisons qui va entre la place du Peuple et l'église Saint-Louis. Donc, il donne un peu une idée de ce qu'a été cet architecte-là, qui a beaucoup contribué à, je dirais, à l'essor stéphanois. Oui, à l'essor stéphanois, et puis un style aussi architectural très, très, très sobre. Car autant les intérieurs sont riches, autant pendant longtemps, justement, les façades sont très austères, à l'image de la bourgeoisie stéphanoise, qui ne voulait pas étaler sa richesse. Voilà. Donc, et puis, il faut souligner aussi que beaucoup de ces bourgeois, étaient d'origine modeste. Hein. Donc, en fait, on avait beaucoup de gens qui se sont enrichis au XIXe siècle, alors qu'ils étaient d'origine ouvrière ou artisanale. C'est peut-être pas un peu ce contraste, finalement? Tout à l'heure, on parlait de Lyon et de Saint-Étienne. C'est peut-être ce côté, à Saint-Étienne, on restait un peu caché? Oui, d'une certaine façon, oui. Donc, et puis, c'était une bourgeoisie beaucoup moins ancienne, beaucoup moins prestigieuse que la bourgeoisie lyonnaise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore comment dit-on, dans l'architecture stéphanoise, un endroit bien précis où on reconnaît Dalgabio? J'ai souligné, il y a d'une part cette portion de la Grand Rue, entre la place du Peuple et l'église Saint-Louis, puis également, on a un des côtés, le côté le plus ancien de la place de l'Hôtel de Ville, où on a aussi des immeubles qui sont de style dalgabien, même si on n'est pas certain qu'ils étaient construits par Dalgabio. Est-ce qu'il a été influencé par quelques autres avant lui, ou est-ce qu'il a influencé les autres derrière lui? Mais disons qu'il a apporté un style néoclassique hérité du XVIIIe siècle, les influences italiennes. D'ailleurs, lors de la fête du livre, un des auteurs invités me disait « Ah, vous avez un superbe hôtel de ville, on dirait une villa italienne ». Et c'était une excellente remarque. Effectivement, souvent on néglige, on méprise un peu cet hôtel de ville qui a une certaine élégance italienne. Surtout, je dirais, avec les arcades que souhaitait Dalgabio, mais qui n'est pas pu être réalisé je dirais, à son époque. Voilà. On peut pas y échapper, on en parle beaucoup aussi. Juste un mot sur ce fameux dôme sur l'hôtel de ville. Le pourquoi du comment. Pourquoi il a disparu un jour pour cause de malfaçon, tout on simplement. On l'a déjà dit, mais j'aime bien qu'on le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises sur Saint-Étienne. Oui, non, mais de toute façon, ce dôme avait été rajouté. Il n'avait pas été prévu par Dalgabio. Vous m'aviez dit que c'était une question de hauteur. C'était pour être plus haut qu'en face. Oui, plus haut que la fameuse Colcombette, la maison qu'avait construit François Colcombet juste en face de l'hôtel de ville, donc, qui humiliait l'hôtel de ville par sa hauteur. Donc voilà, on a fait ce dôme un petit peu factice, mais qui a tendance un petit peu à écraser un peu le bâtiment, et puis qui était construit beaucoup trop rapidement, comme souvent on le faisait à l'époque à Saint-Étienne, et donc il a fait le démolir parce que voilà, il menaçait ruine. Avant de conclure, je vous ai rencontrés tous les deux à la fête du livre. Est-ce que la fête du livre, ça vous apporte bien sûr d'être vu, mais quel est pour un auteur stéphanois l'intérêt d'une fête du livre à Saint-Étienne? Je dirais, il y a les contacts, j'allais dire, les contacts avec les lecteurs, donc c'est toujours très très enrichissant. On a parfois de longues conversations, donc avec des lecteurs, et ça c'est vraiment enrichissant. C'est un côté
très promotionnel aussi. On fait connaître son livre, il existe. Bien sûr, il y a un côté très promotionnel et puis ça permet de faire connaître son ouvrage, de le montrer parce que moi je sais qu'il y a des gens qui m'avaient déjà acheté les premiers, donc ils reviennent acheter les suivants, on peut échanger, c'est comme ça qu'ils peuvent nous dire nous aussi on avait un intérieur qui aurait pu mériter d'être dans le livre, donc voilà, c'est aussi des échanges, des prises de contact, des échanges qui sont toujours très très intéressants. Tous les deux, aujourd'hui, vos livres, on peut les trouver où alors à Saint-Étienne, dans les librairies, sur Internet, vous les commander, comment ça se passe? Oui, on peut trouver l'ouvrage stéphanois, d'ailleurs Stéphanois de cœur, dans les librairies, mais aussi au musée du Vieux-Saint-Étienne. Et d'ailleurs, quand on l'achète au musée du Vieux-Saint-Étienne, ça profite à l'association, donc Histoire et Patrimoine. Donc, j'allais dire, on fait une bonne œuvre de ce côté-là pour l'association. Voilà, et donc Intérieur d'exception, on peut le trouver dans toutes les librairies de Saint-Étienne. On peut également le trouver donc effectivement sur Internet ou également auprès de nous, puisque nous sommes une association nous avons créé notre association avec mon mari qui s'appelle donc Révéler ma colline, et on peut donc vendre le livre, ainsi qu'on fait, comme je suis guide conférencière, on assure également des visites guidées, aussi bien des traboules que justement éventuellement de quelques intérieurs pour découvrir ces peintures qui sont absolument fabuleuses. Donc 2 livres à mettre sous le pied du sapin alors dans quelques jours. Oui, ce serait Bien sûr, avec plaisir. Pour terminer et pour conclure, j'ai envie de vous demander à tous les deux, quelle serait pour vous la définition aujourd'hui et hier de Saint-Étienne? Grave question. Saint-Étienne, si on prend par rapport aux intérieurs, c'est une ville qui a été notamment extrêmement riche. On le disait tout à l'heure, effectivement, les façades sont très sobres, les intérieurs sont insoupçonnables. Et donc, on voit à quel point cette ville a été extrêmement riche par la qualité donc, de ses décors, les frais que cela a entraîné déjà, et puis le côté artistique que les personnes, les goûts vraiment artistiques que les personnes, les propriétaires pouvaient mettre en place. Il y a eu beaucoup d'industries qui aujourd'hui ont disparu, mais on voit que les choses évoluent aussi différemment. Je pense à un atelier comme l'atelier de Balpe qui a disparu il y a maintenant une dizaine d'années, mais aujourd'hui cet atelier est repris par un atelier de designer. Donc avant c'était les armes qui étaient vraiment à la pointe, aujourd'hui c'est le design, donc finalement c'est une reprise d'activité, une évolution, mais on a toujours quelque chose quand même de très important à Saint-Étienne. Oui, de toute façon c'est une ville du travail, c'est une ville du savoir-faire, c'est une ville de l'innovation. Alors, même si c'est moins visible, même si c'est moins spectaculaire, ça continue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville populaire dans le bon sens du terme? Oui, de toute façon, c'est une ville du peuple. Ça a toujours été une ville populaire. Ça a toujours été un peu la caractéristique. C'est un côté un peu péjoratif aujourd'hui quand on dit populaire. Je ne sais pas. En tout cas, pas à Saint-Étienne. Ouais. Donc, on a des gens qui ont tendance à se cacher, les valeurs, c'est le travail. Oui, c'est... La fraternité peut-être aussi. Mais voilà, une ville très, très ouverte. C'est souvent la réputation des Stéphanois d'être ouverts. Et là, nous, en tout cas, on a vraiment pu le constater puisqu'ils nous ont vraiment ouvert leurs intérieurs, accepté les photos. Je ne sais pas si à Lyon, on aurait eu autant de facilité à obtenir ça, par exemple. On ne cacherait pas plus, finalement, quelque part. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris au cours de ces dernières années, c'est de rencontrer des gens qui avaient une image de Saint-Étienne. Et puis qui m'ont dit le jour où je suis venu, j'ai été complètement surpris parce que c'était pas du tout l'image qu'on m'avait donnée ou que j'avais. Donc on a vraiment l'impression qu'on a, je vais pas dire de l'or, mais peut-être de l'argent dans les mains et c'est à faire savoir. Quoi. C'est peut-être ce que fait aujourd'hui le design et tout un tas de choses qu'on met en avant. On remarque d'ailleurs que ceux qui tiennent un discours positif sur Saint-Étienne sont des Stéphanois d'ailleurs, des Stéphanois de cœur plus que des Stéphanois d'origine. Moi je suis un Stéphanois de cœur, je suis de terroir. Voilà. Non, mais ça c'est vrai, c'est que les Stéphanois ont tendance à dire que c'est une ville sans intérêt. Et c'est à minimiser les choses peut-être. Oui, et ceux qui viennent d'ailleurs, effectivement, sont plus, lèvent plus les yeux, regardent plus, tout simplement, je pense aussi à la base. Et du coup, ils trouvent qu'effectivement, les Stéphanois sont très négatifs sur leur ville. Oui, et ils sont davantage sensibles justement à l'originalité de Saint-Étienne qui échappe beaucoup aux Stéphanois. C'est une ville comme il en existe peu en France, mais les Stéphanois n'en ont pas conscience. Dernière question, puisqu'on est dans l'histoire, est-ce qu'on sait exactement à peu près à quelle époque est né, a grandi Saint-Étienne? Vous qui êtes dans... Oui, on le sait à peu près, donc ça remonte au moins au XIIe siècle, mais c'est surtout à partir du XVIe siècle que la ville a commencé vraiment à émerger, à se développer, d'ailleurs en partie avec les armes, qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de la ville jusqu'à une date relativement récente. Tous les deux, un mot pour conclure.
Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Donc, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Voilà, et surtout, ayez de bonnes lectures sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Étienne et de sa région. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, pas pour un rendez-vous avec, mais pour une émission spéciale. On ira faire un clin d'œil, on ira du côté de l'Italie, on parlera Italie, chanson italienne avec Véronique Falzone. On se retrouve pour rendez-vous avec le 5 janvier pour une toute nouvelle année en 2017 avec Dorine Bourneton, Philippe, bon Noël, tous les auditeurs de Loire FM, bon Noël. Joyeux Noël, Gilles. J'espère qu'il y aura plein de cadeaux de... Ah mais j'ai pas fait mon sapin encore. Absolument. Et puis à tous, de bonnes fêtes et puis une belle année 2017. Surtout, Merci tu pourras beaucoup. pas le manger. Ouais, j'ai un petit souci avec l'électricité chez moi. Ça sera passé d'ici là. Qu'aucun n'a surpris. Merci à tous. Bonne semaine. Passez La de semaine bonnes fêtes. prochaine, l'Italie. Et dans 15 jours, le retour de Rendez-vous avec Dorine Bourneton. Au revoir. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. Bonjour, je suis Véronique Falzone. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, je suis Alain Denis. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, je suis Gaëtan Floucault. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Je suis Marc Petit. Rendez-vous, donc c'est l'émission Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, c'est Frédéric Arnaud de l'Élégance Cabaret. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. À très bientôt. Bonjour, je suis Cédric Renaud. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, je suis Michel Di Falco. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook, bien sûr. Bonjour, je suis Eliane Viennot. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Ouh, salut, c'est JB. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Ouais, allez vous faire shampouiner. Bonjour, je suis Florent Marotta. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, je suis Gérard Filoche. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Bonjour, c'est JB. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h. Sur quelle fréquence? Sur Loire FM 100.9. Oh mon Dieu! Sinon, va faire un tour sur la page Facebook. Tu trouveras plein d'infos. Oh oui!